Peut-on rejoindre Mars avant la fin de la décennie? C'est la promesse qu'on entend de nouveau être faite par-ci par-là. Et il faut dire que les espoirs sont grands. On voit en effet le Starship de SpaceX aller de plus en plus loin, alors que des lanceurs géants comme New Glenn de Blue Origin viennent s'y ajouter, avec la promesse de multiplier nos capacités d'emport dans l'espace. Et alors qu'il y a quelques années, les premiers essais de production d'oxygène sur Mars ont été menés, eh bien, ça peut donner envie de regarder les choses sous un jour optimiste. Mais, plus concrètement, où en sommes-nous pour envoyer des humains sur Mars? Quels sont les défis qui nous y attendent? Et en quoi les avancées d'entreprises comme SpaceX sont-elles importantes pour y arriver? Eh bien ça, on va le voir ensemble dans cet épisode, après vous avoir invité à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Enfin, si vous aimeriez trouver des météorites provenant de Mars ou de la Lune, du matériel astro, des jumelles, peluches en forme de planète ou autre, n'hésitez pas à aller faire un tour chez Astroshop via le lien en description. Allez, sur ce, bienvenue pour une nouvelle dose d'espace. Bon, avant de commencer, j'aimerais mettre une chose au clair. C'est assez osé de dire ça en sortant cette vidéo et j'en ai conscience, mais le but n'est pas de créer un débat politique. Ici, je vais juste parler de la faisabilité d'aller sur Mars dans les prochaines années, et je n'irai pas plus loin. Libre à chacun d'avoir ses opinions, alors ceux qui s'apprêtent à me traiter de tous les noms dans les commentaires, merci d'envisager d'aller jouer ailleurs. Ceci étant dit, concrètement, il faut quoi pour aller sur Mars? Eh bien, c'est à la fois simple et compliqué. Il faut un moyen d'emmener les astronautes en orbite terrestre, un véhicule pour les transporter jusqu'à Mars et pour les faire se poser sur la planète et aussi dans lesquels ils pourront séjourner pendant le voyage une fois arrivés, et enfin de quoi faire le chemin en sens inverse. Là où le Starship de SpaceX a une véritable force, c'est qu'il propose d'utiliser le même véhicule pour toutes les tâches. Au lieu d'avoir des véhicules de transfert, des habitats à développer, etc., SpaceX arrive avec une solution qui permet dans l'absolu tant de transporter les astronautes pendant leur voyage que de les loger sur la planète rouge. Mais malheureusement, il faudra aussi un Starship lourdement modifié pour faire face à certains défis, comme le Soleil. Je m'explique. Régulièrement, de violentes éruptions solaires peuvent envoyer des bouffées de particules chargées électriquement dans une direction un peu aléatoire. Ces bouffées de particules, lorsqu'elles atteignent la Terre quelques jours après leur émission, sont alors responsables de phénomènes comme les aurores polaires. Sauf qu'elles ne sont pas non plus que la cause d'un phénomène joli. Lorsque l'on quitte la protection du champ magnétique terrestre, pour aller sur la Lune par exemple, ces radiations sont bien plus fortes. Et si elles ne sont concrètement dangereuses que quelques jours par an, eh bien, quand on quitte la Terre pour plusieurs mois, il faut un blindage dédié. Dans les cas de missions lunaires de courte durée comme Apollo, et sachant qu'on peut anticiper ces bouffées de particules quelques jours à l'avance, il était en effet facile de les esquiver. Mais lorsque l'on parle de séjours prolongés en dehors du champ magnétique terrestre, il faut en revanche aborder les choses sous un autre angle. Et il en va de même pour les rayons cosmiques à haute énergie, qui peuvent dans l'absolu provoquer des fragmentations de l'ADN et engendrer des cancers. Et un des premiers défis pour se rendre sur Mars, comme d'ailleurs envisager des séjours lunaires de plusieurs semaines ou mois et concevoir les habitats qui vont avec, ce sera justement de protéger les astronautes de ces radiations. Mais les choses bougent. Depuis maintenant de nombreuses années, plusieurs études sérieuses se penchent sur les matériaux qui pourraient offrir une bonne protection pour ce type de voyage. Que ce soit auprès de l'Agence spatiale européenne, américaine ou d'entreprises privées, les solutions existent et dans l'absolu, ce n'est pas une menace gigantesque. D'ailleurs, à l'époque d'Apollo déjà, un certain blindage était installé pour protéger les astronautes, et il faisait très bien le boulot pendant les jours nécessaires. Le problème, eh bien, c'est que ça n'a jamais été testé à conditions réelles, à grande échelle, et sur de longues périodes de temps. Ainsi, tester ces matériaux en envoyant des humains vers Mars est hélas un peu plus compliqué. En cas d'urgence sur la Lune, on peut renvoyer les astronautes sur Terre en seulement quelques jours, entre le moment où on détecte une éruption de grande ampleur et le moment où elle frappe les astronautes. Dans le cas du voyage martien, les choses se compliquent hélas un peu. Une fois que l'on est parti, et il n'y a pas d'option de retour avant presque 2 ans. Et il y a un problème, pour encaisser les vents solaires les plus extrêmes, eh bien, ce type de bouclier pèse lourd, très lourd. Si on voulait par exemple protéger un véhicule comme le Starship en utilisant de l'acier inoxydable, il faudrait une couche épaisse de près de 10 mm. Or, l'épaisseur actuelle de l'acier du véhicule tourne autour des 3 mm. Protéger un Starship entier reviendrait ainsi à tripler son poids, même si évidemment, et j'en parlerai dans un instant, il n'est pas nécessaire de protéger tout le véhicule non plus.
Mais heureusement, il y a aussi moyen de contrebalancer tout ça. Un Starship modifié faisant le lien entre l'orbite terrestre et martienne pourrait par exemple se passer de bouclier thermique et tout concentrer sur une protection de l'habitacle. Sauf qu'il y a un hic. En ne protégeant qu'un quart du Starship, ça laisse toujours un poids proche de 70 tonnes à ajouter au Starship, dont la masse à vide tourne autour des 100 tonnes. Alors heureusement, ça reste dans la marge des 100 tonnes de charge utile que SpaceX a annoncé vers Mars, mais en faisant le plein de carburant en orbite terrestre, eh bien, ça ne laisse pas non plus une marge folle. Surtout qu'à ça vient s'ajouter un autre problème. Avec une consommation moyenne de 4 kg d'air, d'eau et de nourriture par jour, eh bien, il faudra emporter énormément de ressources. Alors heureusement, ce chiffre peut aussi être réduit. À bord de l'ISS par exemple, un astronaute ne consomme en moyenne que 500 kg de nourriture par an, et une bonne partie des ressources telles que l'eau et l'air sont recyclées. C'est bien, mais en sachant qu'un voyage vers Mars, même avec le Starship, doit durer à peu près 2 ans, un équipage d'une dizaine de personnes demanderait près de 10 tonnes de nourriture, et je n'aborde même pas la question de l'air, de l'eau et d'autres ressources qui peuvent être au moins partiellement recyclées. Alors bien sûr, des solutions existent. Produire des outils en apesanteur en les imprimant en 3D, produire des légumes dans l'espace, par exemple, ça peut être une approche permettant de réduire la masse à emporter, à condition de bien s'y prendre pour recycler les matières organiques. Le problème, c'est qu'actuellement on n'a pas encore vraiment testé ce type de système en dehors d'expériences à petite échelle, et que faire pousser des plantes ajouterait aussi du poids à emporter, de la complexité, même si paradoxalement l'exercice peut aussi largement contribuer au bien-être et à la santé mentale des astronautes. Le problème, c'est qu'entre le bouclier thermique, la structure même de l'habitacle, les ressources essentielles à la survie des astronautes, les systèmes de support de vie, recyclage d'eau, filtration d'air, l'équipement scientifique et encore d'autres, eh bien, on dépasse malheureusement largement les 100 tonnes d'emport du véhicule de SpaceX. 70 tonnes de blindage, 24 pour l'air, l'eau et la nourriture, et on n'a encore aucun espace vivable, pas de couchettes, d'habitacle, de salle de contrôle, de matériel scientifique à utiliser une fois arrivé, rien. Surtout que la question du retour est encore plus délicate. Le Starship utilisera en effet quasiment tout son carburant pour se poser sur Mars, et même en envisageant un ravitaillement en carburant en orbite martienne, pile avant l'atterrissage, il nécessitera encore de produire du carburant sur Mars. Or, le lanceur utilise du méthane et de l'oxygène. Et si l'expérience de la NASA baptisée MOXIE, embarquée sur le rover Perseverance, a permis de produire 5 grammes d'oxygène sur Mars en 1 heure en 2021 et une douzaine de grammes en 1 heure en 2023, eh bien, c'est assez pour permettre à un astronaute de respirer une dizaine de minutes, mais surtout, ça consomme énormément d'énergie. Utiliser un tel système à grande échelle demanderait plusieurs dizaines de panneaux solaires et ne permettrait que d'effleurer la production nécessaire pour produire 25 tonnes d'oxygène, ce qu'il faudrait pour un séjour d'astronaute. Problème, un Starship consomme environ 1100 tonnes d'oxygène, et sans en produire de telles quantités sur place, impossible de ramener les astronautes. Pire encore, la production de méthane serait aussi probablement plus énergivore et demanderait encore plus d'infrastructures que l'oxygène. Et c'est là que les choses se compliquent. Déjà, Elon Musk et SpaceX ont toujours été clairs sur le fait qu'ils ne développeraient pas les technologies nécessaires à envoyer des humains sur Mars, mais simplement le moyen de transport. Ensuite, malheureusement, difficile d'envisager utiliser le Starship à chaque étape. Développer un petit véhicule de remontée, plus facile à ravitailler et retrouvant le vaisseau mère ou une station en orbite martienne, aurait par exemple bien plus de sens. Avec une masse réduite, il se contenterait comme une capsule spatiale de transporter les astronautes pendant quelques heures seulement, et ne serait pas non plus surchargé en équipement. Ensuite, d'autres défis restent encore à régler. Les poussières martiennes, par exemple, sont assez comparables aux poussières lunaires. Du fait de la fine atmosphère qui ne les érose quasiment pas, elles sont très coupantes, abrasives et adhérentes. Dehors, de longs séjours sur Mars impliquent de développer des moyens de lutter contre elles et d'éviter que les astronautes ne puissent en inhaler. Différentes études pointent en effet du doigt les risques d'une exposition prolongée à ce genre de poussière qu'on ne retrouve pas sur Terre et leur impact sur le système respiratoire, alors que leur aspect abrasif s'avère également dangereux pour les yeux, la peau et j'en passe. Alors pas de danger catastrophique non plus, mais si on parle d'exposition répétée de plusieurs semaines ou mois, les choses deviennent hélas un peu plus dangereuses. En ça, développer des combinaisons à habitat lunaire et autres est une étape cruciale pour tester plein de technologies. De la production de végétaux à la maîtrise des poussières, en passant par les effets sur la santé de longs séjours en gravité réduite et encore d'autres, la Lune est un laboratoire idéal avec la possibilité de ramener les astronautes en urgence en cas de besoin. Et malheureusement, aller sur Mars demandera encore de cruciaux bons technologiques pour y arriver.
Et si le Starship est effectivement un outil intéressant, difficile malheureusement de l'envisager comme une réponse universelle. Ses capacités en termes de charge utile envoyée sur Mars en font un atout majeur, certes, mais malheureusement il n'est pas non plus une réponse universelle à tous les problèmes pour envoyer des astronautes sur Mars. Et malheureusement aussi, seul le fait de passer par la Lune ou de passer encore plus de temps à concevoir le matériel en laboratoire et à le tester avant de l'utiliser, peuvent permettre de gagner de l'expérience nécessaire pour un tel voyage. Et je ne parle même pas des années d'entraînement qu'il faudra, sachant qu'il en a fallu pas mal aux astronautes d'Apollo et qu'il en faut pas mal à ceux d'Artemis aussi, avant de pouvoir avoir un équipage prêt, capable de se servir de tout le matériel et le connaissant plus ou moins sur le bout des doigts. Alors bien sûr, si nous pourrons aller un jour sur Mars, bien évidemment, si nos technologies sont plus proches que jamais de nous le permettre, là aussi, et si des entreprises comme Blue Origin ou SpaceX peuvent apporter énormément, encore aussi. Mais malheureusement, leur utilité risque aussi d'être parfois assez limitée dans certains domaines précis, pourtant cruciaux. Ce sont des véhicules faits pour une tâche assez généraliste, et malheureusement, il faudra parfois aussi développer du matériel précis pour une utilisation précise. Et tout ça, ça prend du temps. Surtout si on veut confier la vie d'astronaute en plus. Ainsi, en conclusion, il faudra probablement encore rêver de Mars pendant plusieurs années avant de l'atteindre. Même si en étant un peu optimiste, on commencera peut-être de parler de tout ça courant de la décennie 2030, alors que la station spatiale en orbite lunaire d'Artemis et les habitats lunaires envisagés pour le programme commenceront à livrer leurs résultats et qu'on commencera à savoir exactement de quoi on aura besoin pour aller sur Mars. Mais tout ça, on a encore le temps d'en reparler. Alors, en attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.